La fumée envahit un Boeing 747 à destination de l'Afrique du Sud. Un incendie s'est déclaré dans la zone de cargaison, mais il n'est pas question d'atterrir, car l'avion survole l'océan Indien. De nombreux Sud-Africains ont dû se demander ce que cet avion transportait. Les passagers suffoquent sous l'effet des gaz toxiques. Request a full emergency, please. Affirmative, that's Charlie, Charlie. Il n'y a qu'une façon de dissiper la fumée. L'équipage devra effectuer une manœuvre fort dangereuse. Open the doors. Ouvrir les portes en plein vol. Springbok 295, places. Les pilotes poussent les moteurs de leur avion en flammes. Ils doivent coûte que coûte éviter un amérissage forcé. Springbok 295, places. Mayday, mayday. Le 27 novembre 1987, un Boeing 747 de South African Airways décolle de Taïwan pour rentrer en Afrique du Sud. Everything good? Fine, Captain. Ready to take over? Yes, thanks. Au bout de 9 heures de vol, l'équipage principal retourne au poste de pilotage pour permettre à l'équipage de relève de se reposer à son tour. Le Boeing survole l'océan Indien. Les pilotes se préparent à faire escale à l'île Maurice. Valerie Lottring vient de passer ses premières vacances à l'étranger en compagnie de son mari, Corey, qui était en voyage d'affaires. Mon père faisait un voyage d'affaires et ma mère en avait profité pour prendre des vacances en sa compagnie. Il était allé dans l'Est pour y étudier la technologie du cellulaire qui commençait à s'implanter en Afrique du Sud. L'avion est un 747 modifié. Son surnom est le Combi, un diminutif de combinaison. C'est un avion de passagers doublé d'un avion cargo conçu pour transporter une charge flexible de fret et de passagers. Comme les autres 747, le Combi a une immense zone de cargaison à l'étage inférieur, mais il en possède une autre derrière la dernière rangée de sièges de classe économique. Et son poste de pilotage est situé à un niveau plus élevé que celui de la cabine des passagers. Le vol 295 transporte 159 personnes en plus de 6 grosses palettes de fret. Le Helderberg, un des 747 Combi de South African Airways, est un membre vital de la flotte. Il est particulièrement utile durant les vols prolongés. À l'époque de l'apartheid, les avions comme le Combi étaient d'un grand secours pour South African Airways parce qu'elle devait contourner le continent africain pour rejoindre ses destinations européennes. Afin de contester le racisme du gouvernement blanc de l'Afrique du Sud, la plupart des États africains noirs refusaient de permettre à ces avions de survoler leur territoire, ce qui prolongeait les voyages des passagers de South African Airways. D'énormes sanctions étaient imposées à l'Afrique du Sud, des sanctions politiques, économiques et culturelles. Ce pays n'était pas bien considéré par les nations respectables du monde. Moins d'une heure avant l'escale du vol 295 à l'île Maurice, le signal d'un détecteur de fumée retentit dans le poste de pilotage. C'est celui de la zone de cargaison située derrière les sièges des passagers. Mais lorsque l'équipage de cabine entre dans le compartiment, le feu fait déjà rage. It's bad. Shall I get another bottle over there? Yeah, hurry. Read out the fire checklist for us, please. Durant les alertes d'incendie, l'équipage doit suivre une liste de vérifications normalisées pour éteindre le feu. The breaker popped as well, huh? We'll check the breaker panel as well. L'incendie dévore le câblage électrique, provoquant de nombreux courts-circuits. Move as far forward as you can. Mais il y a un problème plus pressant. Les passagers commencent à suffoquer. Duct isolation valve switches, open. Pack valve switches, all open. Recirculating fan switches, off.
Selon la liste de vérification d'incendie, les pilotes doivent atterrir à l'aéroport le plus proche, mais il est situé sur l'île Maurice à 300 km de distance. Impuissant, le commandant Ace envoie un des membres de l'équipage technique aider les agents de bord à maîtriser le feu. Bring me another bottle. Le commandant amorce ensuite la descente d'urgence. Puis, il entre en contact avec l'aéroport de l'île Maurice, qui maintient des relations cordiales avec l'Afrique du Sud. Il est près de 4 heures du matin lorsque le contrôle aérien de l'île Maurice reçoit l'appel de détresse. Mauritius, Springbok 2-9-5. Springbok 2-9-5, Mauritius, good morning, go ahead. Good morning. We have a smoke problem, and we're doing emergency descent to level 140. Confirm you wish to descend to level 140. Yeah, we've already commenced due to a smoke problem in the aeroplane. Do you, request a full emergency, please? Affirmative. That's Charlie. Charlie. Le commandant Ace reste calme, mais il sait qu'il doit trouver un moyen d'évacuer la fumée qui envahit rapidement son avion. En se consumant, le mystérieux chargement de la zone de cargaison répand une épaisse fumée toxique dans la cabine des passagers qui risquent tous d'y rester. Your actual position, please. Say again? Actual position. Le commandant perd progressivement le contrôle de nombreux instruments. We've lost a lot of electrics. We haven't got anything on the aircraft now. Il ne connaît même pas sa position exacte. Tandis que l'aéroport se prépare à un atterrissage d'urgence, l'équipage du Helderberg suit les instructions d'une nouvelle liste de vérification afin de dissiper la fumée toxique. Supplementary vent fan switch, off. Recirculating fan switches, on. Smoke condition. Hold on, I'll check downstairs. Les pilotes reçoivent de mauvaises nouvelles de la cabine. La fumée s'épaissit. It's worse. We can't breathe down here. L'avion descendra bientôt à une altitude de 4500 mètres et la liste de vérification suggère une manœuvre d'urgence que peu de pilotes ont eu l'occasion d'exécuter. We need to open the doors. Repeat, open the doors. En ouvrant les portes du combi en plein vol, l'équipage espère dissiper l'épais nuage de fumée qui risque de tuer tous les passagers avant même l'atterrissage forcé. Le commandant amorce une descente d'urgence jusqu'à 4500 mètres pour permettre l'ouverture des portes de l'avion. À 4500 mètres, les passagers pourront respirer l'air extérieur. Et à cette altitude, la différence de pression d'air entre l'extérieur et l'intérieur de la cabine permettra une évacuation rapide mais sécuritaire de l'air enfumé. À présent, le commandant doit ralentir la vitesse indiquée à 370 km/h ou 200 nœuds. Si le combi vole plus vite, l'équipage ne pourra pas ouvrir les portes. This is Captain Oy speaking. We're opening 2 of the entry doors to clear smoke from the cabin. Do not panic. You'll be much more comfortable once we complete this procedure. Il suffit d'entrouvrir une de ces portes pour créer un énorme flux d'air à travers la cabine. Blazin' Springbok 295. We've opened the doors to see if we can... we should be okay. Out there! Close the bloody door. Joe, switch up quickly. Then close the hole on your side. La fumée envahit maintenant le poste de pilotage qui ne dispose d'aucune porte pour l'évacuer. Temperature is 22.22 and the QNH is 1018 hectopascals. 1018 over. Le contrôleur aérien donne au commandant de bord toute l'information dont il aura besoin pour effectuer un atterrissage forcé. Roger, 1018. Affirmative, and both runways are available if you wish. And 295, I request pilot's intention. We'd like to track in on 13. Confirm runway 13. Charlie, Charlie. Affirmative, you're cleared direct to Foxtrot, Foxtrot. You report approaching 50. Okay. Le commandant Ace n'a qu'un espoir, atteindre l'île Maurice avant l'écrasement de son avion. L'aéroport est à 265 km de distance.
Le Helderberg continue son parcours extrême. 295, play sense. À 4h08, un des appels du contrôleur aérien demeure sans réponse. Springbok 295, play sense. Springbok 295, play sense. Sans la moindre nouvelle du vol 295 depuis 36 minutes, le contrôleur aérien de l'île Maurice déclare officiellement une situation d'urgence et l'alerte est donnée aux équipes de recherche et de sauvetage. Plusieurs appareils décollent de l'aéroport pour scruter les eaux noires à la recherche du combi disparu, mais en vain. À l'aéroport de Johannesburg, on annonce simplement que le vol 295 a été retardé. Nous étions à quelques jours de nos vacances familiales annuelles. En les attendant à l'aéroport, nous étions donc très excités à l'idée de passer 3 semaines avec nos parents. Je crois que ça a été encore pire de passer de cet état d'euphorie qui nous avait envahis durant l'attente à l'effondrement absolu qui a suivi l'annonce de la disparition de leur avion. Le lendemain après-midi, un avion de sauvetage survole les premiers débris flottants de l'épave. Rennie Vansell, le patron du Bureau de sécurité aérienne de l'Afrique du Sud, est affecté à l'enquête. Durant leur carrière, la plupart des enquêteurs analysent un accident majeur à tous les 20 ans. Par conséquent, celui-là nous a tous bouleversés et mis sur un pied d'alerte. Les sauveteurs retrouvent 8 corps près des débris, tous en fort piteux état. Vers 14 heures, on a appris qu'ils avaient découvert des débris et une nappe de pétrole. Cette nouvelle nous a confirmé l'accident du combi. L'Afrique du Sud tout entière est rapidement obsédée par les causes de l'écrasement. Mais au début, les enquêteurs disposent de très peu d'éléments de preuve. À peine quelques débris flottent à la surface de l'eau. Une rumeur courait à propos de l'écrasement de cet avion. En fait, de nombreuses personnes croyaient que des inconnus avaient dissimulé une bombe dans la cargaison. Selon cette théorie, l'Afrique du Sud, ou à tout le moins un avion de South African Airways, aurait été ciblé par des terroristes décidés à nuire aux intérêts de ce pays. Des spécialistes étudient les rares débris de l'épave à la recherche des signes indicateurs d'une explosion, un trou d'impact, des corrosions de surface ou des marques d'éclaboussure. Ces dernières surviennent lorsque les fragments chauffés à blanc d'un explosif détonnant frappent et fondent les alliages légers de la structure d'un aéronef. Mais les experts ne découvrent pas la moindre trace d'explosion. Et en écoutant les enregistrements de la tour de contrôle, Rennie Vansell comprend que les pilotes étaient sur le point de maîtriser la situation. Les enquêteurs sont médusés. Ils ne connaissent toujours pas la cause de l'incendie et ne savent pas comment il a pu provoquer la destruction du combi. La prochaine étape était d'essayer de récupérer l'enregistreur de conversation et l'autre boîte noire. L'enregistreur de données de vol, en plus d'un maximum de débris d'avion dans l'espoir de comprendre pourquoi le combi s'était écrasé en mer. Mais avant d'y parvenir, Rennie Vansell devra surmonter des obstacles qui auraient découragé la plupart de ses collègues. Rennie Vansell doit retrouver les débris du vol 295 de South African Airways. Malheureusement, l'enquêteur ne connaît pas l'emplacement exact de l'épave sous-marine. Elle aurait pu sombrer très loin des débris flottants. Un remorqueur de sauvetage américain reçoit le mandat de retrouver l'épave et de récupérer les 2 enregistreurs. Mais Roy Truman devra se hâter. Les boîtes noires sont toutes deux dotées d'émetteurs de localisation ou bouées acoustiques actives et leurs piles ne dureront pas éternellement. La pression venait du fait que les bouées acoustiques des 2 enregistreurs de bord transmettaient un signal, mais qu'elles le feraient pendant 30 jours seulement. Si on ne les récupérait pas avant ce délai, elles cesseraient d'émettre leur signal et on perdrait tout espoir de récupérer quoi que ce soit.
Lorsque tout l'équipement nécessaire est enfin acheminé jusqu'à l'océan Indien, il ne reste que 7 jours avant l'épuisement des piles. Entre-temps, une équipe médicale effectue les analyses sanguines des dépouilles humaines découvertes près des débris flottants. Les trachées de tous ces cadavres sont enduites de suie et les médecins découvrent ensuite qu'au moins 2 des passagers ont été asphyxiés par la fumée. Les enquêteurs font face à une réalité troublante. Pendant que les pilotes tentaient désespérément d'atterrir, certains de leurs passagers étaient déjà morts. Tout en cherchant les 2 boîtes noires, les enquêteurs continuent à étudier les débris flottants de l'épave. Parmi des centaines d'articles récupérés, une raquette de graphite à demi fondue retient leur attention. Car le graphite ne brûle qu'à des températures de plus de 600 degrés Celsius. Cette raquette fondue leur apprend qu'un violent incendie a fait rage à bord du Helderberg. Elle explique également pourquoi un des extincteurs avant de l'avion, encore chargé à fond, a été récupéré avec d'autres débris flottants. Puis les enquêteurs remarquent un lambeau fondu de filets de fret sur la surface externe de l'extincteur. Ils découvrent que l'appareil provient de la cabine des passagers et supposent qu'un des membres d'équipage a dû l'arracher de la cloison pour l'emporter dans la zone de cargaison incendiée. Un extincteur chargé à fond dans un avion détruit à cause d'un incendie est la preuve qu'il n'a pas pu être utilisé, probablement parce que le membre d'équipage n'a pas pu s'approcher assez près du feu. Et la présence de métal fondu sur cet extincteur témoigne, elle aussi, de l'intensité de l'incendie. Qu'est-ce qui aurait donc pu transformer le Helderberg en véritable brasier? Les enquêteurs entrevoient 2 possibilités, un câblage électrique défectueux ou bien un mystérieux colis. Ils découvrent également que durant l'escale de Taïwan, un douanier a effectué une inspection non planifiée d'une partie de la cargaison sans y trouver le moindre article douteux. Coûte que coûte, Rennie Vansell doit retrouver le reste du combi et récupérer les 2 boîtes noires. Mais 30 jours après l'écrasement en mer, son équipe d'enquête doit affronter la réalité. Elle n'a toujours pas localisé le signal des enregistreurs et ne connaît pas la position exacte de l'appareil englouti. Jusqu'ici, les recherches ont coûté 1,5 million de dollars et livré très peu d'informations utiles. L'écrasement du Helderberg risque fort de taxer les capacités et la résolution de Rennie Vansell. L'enquête est au point mort. Vansell n'a pas réussi à isoler les causes de l'incendie, ni même à retrouver l'épave du combi. Si elle continue ses recherches, l'équipe dépensera plusieurs millions supplémentaires, même si les chances de succès sont de plus en plus réduites. Il ne s'agissait pas de n'importe quel avion, mais d'un Boeing 747, l'appareil le plus imposant de l'aviation commerciale. Et c'était un des 747 de la Compagnie nationale de l'Afrique du Sud. Les centaines de milliers de personnes qui volaient à bord des 747 à l'époque attendaient des réponses. Elles voulaient savoir si l'avion était sécuritaire ou bien s'il souffrait de défectuosité de structure et de défauts de conception. L'enjeu était de taille pour nous, et aussi pour M. Vansell, l'enquêteur en chef mandaté par South African Airways. Le gouvernement de l'Afrique du Sud aurait certainement pu dire que l'eau était trop profonde et le lieu de l'accident trop loin de l'île Maurice, et décider de ne pas enquêter sur l'accident. L'honneur de décider si on dépensera d'autres millions pour récupérer l'épave du combi de South African Airways revient à Rennie Vansell. Près de 2 mois après l'amérissage fatal du Helderberg dans l'océan Indien, on ne connaît même pas la position exacte de l'épave. Vansell décide malgré tout de récupérer un maximum de débris. Au cours de cette unique enquête, ils ont dépensé une somme qui suffirait à financer toutes nos enquêtes pendant 6 mois aux États-Unis. 61 jours après l'accident du vol 295, Vansell reçoit enfin des nouvelles encourageantes d'un membre de son équipe. Des sonars sophistiqués ont détecté la présence d'un objet massif sur un plateau marin à 4400 mètres de profondeur. Il pourrait s'agir du Helderberg.
On m'a présenté une feuille de papier couverte de points noirs de différentes tailles en disant « Voilà votre épave ». Naturellement, je leur ai demandé « Qu'est-ce qui vous dit que c'est bien l'épave d'un 747 ? C'est peut-être un sous-marin coulé durant la Deuxième Guerre mondiale ou quelque chose du genre. » Ils m'ont répondu « Rennie, c'est lui. Tu peux nous croire, c'est ton avion. » Mais on n'a jamais rien récupéré en eau aussi profonde, y compris le Titanic. Vansell n'a pas le choix. Pour authentifier les signaux sonars, il devra lancer l'étape la plus dispendieuse de l'enquête, l'opération Resolve. Un sous-marin télécommandé, le Gemini, sera expédié au fond de l'océan pour enregistrer l'épave sur bande vidéo. S'il s'agit bien du Helderberg, le Gemini cherchera à en dépister les éléments clés, dont les 2 boîtes noires. Mais le scooter sous-marin devra être relié à son navire d'attache par un câble à fibre optique flexible de près de 7 km de long. Aucun câble de cette taille n'a jamais été produit. Il nous fallait un câble de plus de 6000 mètres de long. Il nous a donc fallu joindre un fabricant de câbles qui l'a conçu, puis manufacturé en fonction de nos besoins. Mais avant que le câble à fibre optique ne soit complètement assemblé, Rennie Vansell lancera une enquête indépendante chargée d'évaluer le niveau de résistance aux incendies de l'avion disparu. Il découvrira bientôt que le design du Combi a peut-être causé sa perte. L'enquêteur en chef de l'équipe américaine, Barry Strouch, se rend au bureau principal de Boeing dans la ville de Seattle afin de vérifier les épreuves d'attestation du Combi en prévention d'incendie. Strouch apprend que, conformément aux règlements fédéraux, la résistance au feu du Boeing avait été éprouvée par l'embrasement d'un ballot de feuilles de tabac à son bord. Durant l'épreuve, un technicien était entré dans la zone de cargaison pour éteindre l'incendie, mais la fumée n'avait pas envahi la cabine des passagers. Elle ne s'était pas propagée et le feu avait été rapidement éteint. On parle ici de la mise à l'épreuve qui a conduit à l'attestation du Boeing. Durant l'accident du vol 295, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Il ne s'agissait pas d'un incendie contenu, accompagné d'un peu de fumée immédiatement repoussée au plafond par des ventilateurs. Dans leur zone de cargaison, il y avait des palettes de fret. L'incendie a pu grossir considérablement avant de dégager beaucoup de fumée. Les emballages de plastique du fret ont alimenté le feu, tout comme le carton et les matières d'emballage dont les palettes étaient remplies. En théorie, le design du Combi devrait empêcher la fumée de pénétrer dans la cabine de l'avion puisque la pression de l'air y est légèrement plus élevée que celle de la zone de cargaison. Dès l'ouverture de la porte séparant les 2 sections, l'air de la cabine devrait donc envahir la zone de cargaison en éloignant le danger des passagers. Mais les enquêteurs décident de mettre le design à l'épreuve. Ils mettent donc le feu à une grosse palette de fret afin de reproduire les conditions à bord du Helderberg. Le brasier est beaucoup plus intense et la température plus élevée que lors de l'épreuve d'attestation de Boeing. Les enquêteurs découvrent ensuite qu'une flamme plus intense a un énorme impact sur l'air de la zone de cargaison, car lorsqu'on ouvre la porte de communication, la fumée envahit la cabine des passagers. Durant ces essais, Boeing s'est servi de feuilles et de ballots de tabac. Mais l'incendie du vol 295 était très différent, car le feu généré durant l'épreuve d'attestation des Combi avait surtout produit une bonne quantité de fumée. Durant l'incendie, une intense chaleur devait régner dans la zone de cargaison. Cette chaleur a sûrement élevé la pression de l'air, éliminant du même coup la différence de pression entre la zone de cargaison et la cabine des passagers. Mais cette différence de pression devait garder la fumée du côté de la cargaison. En son absence, elle a envahi la cabine, accompagnée de gaz toxiques comme le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone. Puis les enquêteurs font une découverte encore plus accablante. Tandis que la cabine des passagers s'emplissait de fumée, une liste de vérification obligeait l'équipage technique à remettre les ventilateurs de recirculation de l'avion en marche. Cette manœuvre était calculée pour dissiper la fumée de la cabine après l'extinction de l'incendie. Recirculating fan switches. On. Cette manœuvre a peut-être causé la mort des passagers. Ces ventilateurs aspirent l'air flottant au-dessus du plafond de la cabine et dans la zone de cargaison pour le recycler dans la section des passagers.
Le niveau de monoxyde de carbone était extrêmement élevé. Je dirais même mortellement élevé. On a retrouvé un corps qui occupait le siège installé juste en dessous de l'ouverture d'aspiration de ventilateur de recirculation. La teneur de son sang en monoxyde de carbone était de 66 %. Personne n'aurait pu y survivre. En suivant la liste de vérification, les pilotes ont peut-être soufflé des gaz toxiques dans la cabine des passagers. En fait, la plupart des passagers ont probablement été asphyxiés avant l'écrasement en mer. Aucune des listes de vérification du 747 Combi ne prévoyait les problèmes spécifiques du Helderberg. Une zone de cargaison incendiée et une cabine de passagers enfumée. La liste de vérification d'évacuation de la fumée tient pour acquis que l'incendie est déjà éteint. Dans de telles circonstances, la descente à 4200 mètres et l'ouverture des portes d'entrée sont des manœuvres appropriées. Elles permettent de sortir la fumée de la cabine et fournissent un air respirable aux passagers incommodés. Mais si l'incendie n'a pas été éteint, l'ouverture des portes alimentera le feu en faisant circuler de l'air frais et en augmentant sa provision d'oxygène. À notre avis, c'est ce qui s'est produit. Le feu n'a jamais été éteint et tous les efforts déployés par l'équipage pour régler le problème ont probablement empiré la situation. Les enquêteurs se rendent compte que l'extinction d'un incendie dans la zone de cargaison d'un Combi est une tâche bien plus difficile qu'on ne l'aurait cru. En ce qui concerne l'embrasement d'une des palettes de fret, je crois que l'équipage n'en aurait pas été conscient avant qu'il ne soit trop tard. Rennie Vansell ne sait toujours pas ce qui a pu déclencher un incendie aussi violent. Comment le brasier s'est-il allumé et pourquoi l'avion a-t-il ensuite péri en mer? Les réponses reposent au fond de l'océan Indien. Mais les travaux préliminaires dureront plusieurs mois. L'équipe de récupération a besoin d'un câble à fibre optique suffisamment long pour permettre au Gemini d'atteindre la profondeur requise. Le 23 septembre 1988, le Gemini commence sa descente historique. Pour la première fois, des scientifiques contemplent des images enregistrées dans les profondeurs de l'océan Indien. Les biologistes de la vie marine sont fascinés par la découverte de nouvelles espèces uniques au monde. Certaines des choses que nous avons vues sur le plancher océanique étaient vraiment incroyables. Exactement un an après son écrasement en mer, on retrouve enfin le Helderberg. D'une profondeur de 4400 mètres, le Gemini renvoie des images incontestables. Il s'agit bien de la carcasse du Combi de South African Airways. C'était incroyable de voir tous les éléments d'un énorme appareil dispersés sur une zone de 8 à 10 km². Vraiment incroyable. Le coûteux pari de Vansell semble porter fruit. La descente vers la carcasse du Helderberg représente un véritable triomphe pour lui et son équipe. Mais il ne suffit pas de retrouver quelques débris. Un an après l'accident fatal, l'enquêteur en chef espère encore mettre la main sur le précieux CVR, l'enregistreur de conversation de poste de pilotage. Un des principaux objectifs de l'opération Resolve était la récupération de l'enregistreur de conversation. Nous tenions vraiment à savoir si l'équipage de cabine avait rapporté une explosion au commandant de bord et si on lui avait clairement expliqué la situation à l'arrière. Les membres de l'équipe de récupération filment le fond marin sur bande vidéo pendant des centaines d'heures. Imaginez-vous errant sur un terrain de football avec une lampe de poche qui illumine une surface d'environ 1/10 de mètre carré. Il fait nuit et vous cherchez la boucle d'oreille qu'un des joueurs a perdue durant le match. Ça correspond à peu près à nos recherches sur le plancher océanique. Puis, un matin vers 9 h, une image attire l'attention d'un des techniciens. Go back for a second. We might have passed. On vient enfin de découvrir la boîte noire. There, that's it. That's it right there. Michael, we found it. We found it. Ça a été un moment très gratifiant. Nos recherches étaient fructueuses. Nous avions enfin atteint notre but. Le Gemini peine durant 5 heures pour ramener la boîte noire du fond de l'océan. Mais pourra-t-elle répondre aux questions de Rennie Vansell?
On a enfin retrouvé la boîte noire du Helderberg et les médias de l'Afrique du Sud exploitent immédiatement cette information vitale. Nous sommes en 1989 et les partisans de l'apartheid gouvernent encore l'Afrique du Sud d'une main de fer. Rennie Vansell prend une décision inusitée. Il transporte la boîte noire scellée à Washington, où il l'ouvrira devant témoins. Sinon, on m'aurait accusé d'avoir tenté d'étouffer l'affaire ou d'avoir omis certains éléments. Mon équipe a donc écouté l'enregistrement avec les représentants de la FAA et du NTSB, en même temps et pour la première fois. La tension monte dans la salle d'enquête. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage devrait dévoiler les 30 dernières minutes du vol 295. Mais l'enregistrement est décevant. Après avoir passé 1 an sur le plancher océanique, il est à peu près inintelligible. J'ai passé le pire moment de ma vie dans une salle d'écoute aménagée dans les locaux du NTSB. Je voyais le temps passer, mais l'enregistrement ne signalait aucun problème. Je n'arrêtais pas de fixer l'horloge. Au bout de 25 minutes d'écoute, je suis devenu extrêmement anxieux. Pendant 28 minutes, la bande audio ne dévoile rien d'important. Puis, la situation se transforme. Tout de suite après, la sonnerie d'alerte du CVR s'est déclenchée et on a pu entendre environ 1 minute d'informations pertinentes avant la fin de l'enregistrement. En temps normal, la boîte noire enregistre les derniers moments d'un vol, mais le vol 295 fait exception. Cette fois, les enquêteurs entendent plutôt le début de la catastrophe avant que l'enregistrement ne prenne mystérieusement fin. Rennie Vansell espérait en apprendre davantage. Néanmoins, il a obtenu des informations cruciales. 14 secondes après le signal d'alerte, les disjoncteurs de l'avion se sont mis à sauter. Les enquêteurs estiment que 80 circuits ont sans doute été mis hors service. Les fils électriques de l'enregistreur de conversation de poste de pilotage ont été détruits 81 secondes après le déclenchement de l'alarme. Rennie Vansell n'a pas obtenu les preuves qu'il espérait, mais il a appris que l'incendie était bien plus violent qu'on ne l'avait cru. L'enregistrement du CVR laisse beaucoup de questions en suspens, mais permet à Vansell de tirer ses propres conclusions quant aux causes de l'accident. Le poste de pilotage a dû subir de nombreuses défaillances simultanées. Nous croyons maintenant que les pilotes ont observé 80 disjoncteurs sauter presque en même temps et qu'ils ont eu beaucoup de mal à maîtriser leur avion. Il est également possible qu'il ait déjà commencé sa descente progressive vers l'océan à ce moment-là. Je doute fort qu'ils aient gardé la maîtrise du combi. Je me suis imaginé aux commandes de cet avion. À mon avis, j'aurais été terrifié. Il faut prendre une décision rapide et l'exécuter instantanément. On ne saura jamais s'ils ont bien suivi la liste de vérification. Mais les enquêteurs ignorent encore la cause de l'incendie mortel. Pour éclaircir le mystère, ils devront récupérer le reste de l'avion détruit. On a compris ce qu'il fallait faire. Ratisser le plancher océanique et remonter le maximum de débris à la surface. Puis l'enquêteur Vansell se concentre sur certains éléments clés de la zone de cargaison du combi. On les transporte dans un hangar où ils sont ensuite assemblés comme un gigantesque casse-tête. L'équipe d'enquête veut reconstruire la section où l'incendie s'est probablement déclaré, mais elle découvre avec stupéfaction que le plancher de la zone de fret n'a jamais été touché. Nous avons compris que le feu était toujours resté à 1 mètre au-dessus du plancher. Pourtant, au début de la zone de fret, les parois et le plafond ont clairement été incendiés. Vansell fait alors une nouvelle découverte. L'incendie a pris naissance dans la palette avant, à droite. Il s'agissait donc d'un incendie étonnamment circonscrit, à l'intérieur d'une seule palette de fret. La palette avant à droite contenait surtout des ordinateurs protégés par des emballages de polystyrène.
Les enquêteurs soupçonnent qu'un incendie déclenché dans la palette est entré en contact avec l'emballage de polystyrène, produisant des gaz qui se sont ensuite accumulés sous le plafond. Dès que les gaz ont été assez chauds, ils ont provoqué un feu à inflammation instantanée. Au moment où la fumée a pénétré les feuilles d'emballage, l'incendie devait dégager une chaleur extrême. Même si les matières d'emballage ont aidé à propager l'incendie, Rennie Vansell ignore toujours son origine. Au bout d'1 an et demi après avoir dépensé des millions de dollars, il doit mettre fin à son enquête. Je me serais senti bien mieux si nous avions été en meilleure position, c'est-à-dire si nous avions pu donner plus d'informations probantes au Conseil. Mais nous n'en avions pas, et nous n'allions certainement pas en fabriquer. Mais la tragédie du vol 295 ne tombe pas dans l'oubli. De sombres rumeurs commencent à circuler au sujet de la cause de l'incendie. Il ne faut pas oublier la toile de fond de ce terrible accident. Un régime d'apartheid particulièrement répressif. De nombreux Sud-Africains ont dû se demander ce que cet avion transportait. Y avait-il un objet susceptible de provoquer un violent incendie dans la zone de fret? Parce que la plupart des avions ne s'enflamment pas en plein vol pour s'écraser quelques minutes plus tard. À son tour, un chimiste à l'emploi du gouvernement sud-africain fait une découverte étonnante qui suscitera une théorie controversée. Il s'agit d'une particule de fer microscopique accrochée au filet de nylon trouvé près de la palette incendiée, et elle présente un profil unique. Les marques laissées sur le métal fondu au contact de l'air indiquent qu'il a été projeté à une très grande vitesse. Cette découverte peut invalider la théorie selon laquelle l'emballage de polystyrène serait à l'origine de l'incendie. C'était un incendie de type très différent, qui semblait posséder sa propre source d'oxygène. Songez plutôt aux cierges merveilleux qui sont indépendants en matière de carburant et d'oxygène. Nous croyons qu'un matériau de ce genre a déclenché l'incendie du Combi. Un spécialiste britannique des incendies et des explosions examine ensuite le revêtement extérieur de l'avion, juste au-dessus de la palette incendiée. Il découvre un autre élément de preuve en faveur de la nouvelle théorie. Le revêtement extérieur du Combi a atteint une température maximale de 300 degrés Celsius. Il est très difficile de brûler le fuselage d'un avion en plein vol à cause de l'effet frigorifique de l'écoulement d'air sur son revêtement extérieur. David Klatzrow est l'un des nombreux experts qui doutent encore de l'origine de l'incendie fatal. Des substances qu'on ne transporte normalement pas à bord d'un avion, et surtout d'un avion de passagers, devaient être à bord. À mon avis, il ne s'agissait aucunement de matières d'emballage traditionnelles, comme le bois, le carton ou le plastique, mais de matériaux inhabituels, qui ont leur propre source d'oxygène et sont capables de produire un feu à inflammation instantanée, et qu'on ne transporte donc pas à bord d'un avion. D'abord parce qu'ils sont généralement instables, et ensuite parce qu'ils résistent aux méthodes éprouvées d'extinction d'incendie. D'après le manifeste de cargaison, les seules matières dangereuses à bord du Combi étaient les batteries des ordinateurs, mais certains croient que le Helderberg transportait des marchandises clandestines. À l'époque, l'Afrique du Sud était sous le coup d'un embargo international sur les armes, mais le pays était aussi en guerre contre l'Angola. L'Afrique du Sud n'était pas autosuffisante, et lorsqu'elle devait importer des produits d'un autre pays, elle utilisait parfois South African Airways comme transporteur de fret. Le gouvernement utilisait aussi sa ligne aérienne commerciale pour transporter secrètement des substances illégales. Elle était sous sa protection et personne ne posait de questions. Les médias alimentent les soupçons en suggérant que le gouvernement sud-africain utilisait des avions de passagers pour importer secrètement des armes. À l'époque, la société Arms Corps était le fournisseur d'armes et de munitions de l'Afrique du Sud. Entre autres, le gouvernement avait besoin de meilleurs systèmes de roquettes, ou plutôt d'un système plus efficace pour contrer la force de frappe aérienne de l'Angola. Et les systèmes de roquettes de ce type utilisaient le perchlorate d'ammonium comme agent propulsif principal. À mon avis, c'est ce que le Helderberg transportait ce jour-là. L'enquête officielle ne conclut pas que le Combi transportait des armes illégales. Mais les rumeurs persistent, et plus de 10 ans après l'accident, les théories de conspiration forceront un nouveau gouvernement sud-africain à rouvrir l'enquête.
L'accident du Helderberg avait prouvé que le 747 Combi était trop vulnérable en cas d'incendie à bord. South African Airways avait réagi en mettant ses Combi hors service. Peu de temps après, les autorités américaines en prennent note. La FAA a étudié la situation et émis de nouvelles directives, mais compte tenu du poids ajouté et des difficultés posées par les nouvelles mesures, le Combi a perdu une bonne partie de sa rentabilité. Essentiellement, après l'accident du vol 295, les Combi ont cessé de voler. On a rendu hommage aux 159 victimes et on leur a même érigé des monuments commémoratifs. Mais de nombreuses familles n'ont jamais oublié la tragédie. J'ai besoin de savoir pourquoi j'ai perdu mes 2 parents à l'âge de 14 ans. Je sais que rien n'a été prouvé, mais bien des éléments indiquent que tout n'était pas net à bord de cet avion. À mon avis, il transportait probablement des marchandises clandestines. 10 ans après l'accident, le nouveau gouvernement de l'Afrique du Sud forme une commission chargée de reprendre l'enquête. La commission Vérité était avant tout chargée de dévoiler les atrocités de l'apartheid, mais elle devait aussi examiner le rôle joué par South African Airways dans le contournement des sanctions internationales et établir si l'écrasement du Helderberg n'était vraiment qu'un épouvantable accident. En 1998, la commission Vérité et Réconciliation en arrive à une conclusion controversée. Elle déclare que le contenu du manifeste de cargaison n'aurait pas pu provoquer l'incendie. La commission a suggéré que l'écrasement était le résultat d'un incident suspect. La commission Vérité et Réconciliation a exposé les failles de la version du gouvernement précédent au sujet de l'accident. Si aucun élément de la cargaison n'a causé l'incendie, comment s'est-il déclenché? Et dans le cas contraire, qui a entreposé le colis mortel dans la zone de fret? Malheureusement, à moins qu'une personne ne se présente pour dire « Oui, je suis responsable de cet accident » ou bien « Nous sommes les responsables » et qu'on puisse prouver qu'il ne s'agit pas d'un canular, on ne connaîtra jamais les causes de l'écrasement. On ne saura pas ce qui est vraiment arrivé et on ne saura pas non plus ce qui a provoqué l'incendie initial. Une dénonciation est maintenant notre seule chance de connaître la vérité. Dans son rapport final, la commission suggère que le bureau du procureur général continue d'enquêter sur l'accident. Étonnamment, ça ne s'est jamais produit. Le gouvernement du Congrès national africain n'a jamais poursuivi l'enquête. Nous devons tous nous demander pourquoi. À mon avis, la réponse est simple. Beaucoup de gens croient que ça coûterait trop cher. Ils ne veulent pas rouvrir l'enquête parce que les conséquences financières seraient désastreuses. Pendant des années, Rennie Vansell a tenté de résoudre le mystère de l'accident du Helderberg. Même s'il n'a jamais réussi à découvrir le véritable déclencheur de l'incendie, il est satisfait de son enquête. À mon avis, notre équipe a fait un excellent travail dans des conditions et des circonstances extrêmement difficiles. Ce que nous avons fait n'avait jamais été fait auparavant. C'était un travail de pionnier, mais nous sommes doublement frustrés de ne pas avoir découvert la source d'ignition et de savoir que nous ne la connaîtrons probablement jamais. Je crois que certaines personnes savent exactement ce qui est arrivé à cet avion. Je crois aussi qu'ils justifient leurs actes par l'état de guerre où notre pays se trouvait à l'époque. Ils étaient persuadés d'agir dans l'intérêt de leur pays. Mais à présent, ils devraient avoir du cœur, songer aux familles en deuil et dire la vérité. Durant les heures de pointe du matin, l'aéroport de la ville de Charlotte, en Caroline du Nord, est secoué par une énorme explosion.
La fumée s'élevait au-dessus de la clôture. C'était le chaos, on voyait des gens courir partout. Les pompiers se précipitent vers l'un des plus gros hangars d'aérodrome où ils doivent affronter un véritable enfer. Au bout de certain temps, on s'est rendu compte qu'un avion avait percuté le hangar. Un avion navette bondé s'est écrasé au sol peu après son décollage. Il n'y a aucun survivant. On n'y comprenait rien. Cet avion avait déjà effectué 9 vols sans le moindre problème. Les enquêteurs décèlent une série d'erreurs et découvrent que les passagers des petits avions sont en danger depuis des années. Nous sommes le 8 janvier 2003 à Charlotte, en Caroline du Nord. Les 500 000 habitants de la ville accueillent un nouveau matin. À l'aéroport international de Charlotte Douglas, la pilote de l'aviation commerciale Kathy Leslie est déjà au travail. À 25 ans, cette Texane est à l'emploi d'Air Midwest depuis presque 3 ans. C'est l'un des plus jeunes commandants de bord de la compagnie. C'est une pilote de premier ordre qui forge sa carrière dans un aéroport en pleine expansion. Cet aéroport est un des plus importants foyers d'activité de US Airways, dont les vols desservent la plupart des grandes villes de l'Est des États-Unis. Air Midwest offre un service d'avion navette, une flotte de Beechcraft 1900D pour transporter un maximum de 19 passagers d'une ville à l'autre. Le Beechcraft est conçu pour couvrir de courtes distances et il jouit d'une excellente réputation dans l'industrie. Aujourd'hui, le commandant Leslie doit conduire son petit porteur jusqu'à l'aéroport de Greenville-Spartanburg, situé à Greer, en Caroline du Nord. Son copilote est Jonathan Gibbs, un homme de 27 ans. How'd you sleep last night? Had a dream I was in Miami. Attention, ladies and gentlemen, this is the final boarding call for Air Midwest Flight 5481 to Greenville, Spartanburg. All passengers wishing to board should make their way to gate. Ce matin-là, Christiana Shepard, âgée de 18 ans, se joint aux passagers en partance pour Greer. Ses parents, Teresa et Doug Shepard, sont des missionnaires baptistes en mission aux Açores. Christiana avait quitté les Açores le 7 janvier. Elle avait passé une nuit à Boston, puis emprunté le premier vol à destination de Charlotte le matin suivant pour y monter à bord de la navette de Greenville. Elle retournait à l'université. Christiana était une fille exceptionnelle. Elle me serrait souvent dans ses bras sans raison particulière. Elle me prenait dans ses bras en me disant « Papa, je t'aime ». À 8 heures du matin, Christiana monte à bord de l'avion. Entre-temps, les pilotes suivent la liste de vérification préalable au décollage. Ils calculent le poids des bagages, des passagers et du carburant. Ils doivent s'assurer que l'avion ne pèse pas trop lourd et que le poids de sa charge est réparti également. De tels calculs sont effectués avant chaque vol commercial. So we got a full house back there? You can count 19 people in the back. Don't know the bags yet. Okay. Mais les bagagistes craignent que le poids des valises n'excède la capacité du Beechcraft. Captain, how many we gotta take off? We're figuring it out.
have to take anything off. Cool. 17,018. 17,120 is our weight, huh? Yeah, is our max. So, we're cool. So, yeah. Good morning. Welcome aboard U.S. Airways Express service to Greenville, Spartanburg. It's a very short flight, maybe 30 minutes gate to gate, so sit back, relax, and we'll have you there in a few minutes. Avant le décollage, les pilotes vérifient les commandes de vol, dont les couvertes de direction et de profondeur qui leur permettront de diriger le Beechcraft. Flight controls, free and correct. Air Midwest 5481, runway 18 right. Taxi into position and hold. Le commandant Leslie va bientôt décoller. Sur la piste, le bombardier CRJ qui précède le Beechcraft attend son signal de départ. That CRJ sure is a good-looking plane, isn't it? Yeah, I wish I was flying it. L'envol du CRJ génère une puissante turbulence et le commandant Leslie doit garder ses distances. They're gonna blast us with his jet blasts. Air Midwest 5481, turn right heading 230. Cleared for takeoff. Set takeoff power, please. Power is set. 80 knots, cross-checked. À 80 nœuds, les pilotes vérifient à nouveau les instruments de vol. En l'absence de problème apparent, Leslie et Gibbs amorcent leur décollage. De la tour de contrôle, le roulement au décollage du vol 5481 semble parfaitement normal. Gear up. What? Sans avertissement, le nez de l'avion grimpe brutalement de 7 à 54 degrés. Oh, help me! You got it? L'équipage lutte pour abaisser le nez du Beechcraft. Le flux d'air qui balaie ses ailes assure sa portance, mais si son nez continue de grimper, l'air n'y circulera plus aussi facilement. L'avion perdra sa portance, ses moteurs caleront et il tombera du ciel comme un oiseau blessé. Push the nose down! Oh my God! We have an emergency on Air Midwest 5481! Alert 3, stand by, runway 18 right. La contrôleuse aérienne responsable du vol 5481 réclame des équipements d'urgence. L'avion est maintenant à 350 mètres du sol. Il s'immobilise, vire à droite et plonge vers le sol. Le commandant Leslie tire sur le manche avec l'énergie du désespoir. Si elle ne parvient pas à redresser son avion, il va s'écraser. Le vol 5481 se dirige droit vers le hangar bondé d'avions et d'employés de US Airways. Il le heurte au passage et explose sous l'impact. Les réservoirs du Beechcraft ont reçu près de 1000 kilos de carburant hautement inflammable juste avant le décollage, et la violence de l'impact y met le feu instantanément. L'incendie dévorant menace de détruire le hangar, indifférent à la présence de plusieurs avions et de centaines d'employés à l'intérieur. Dans un bâtiment voisin, le directeur des ventes, David Isola, entend la déflagration. J'étais dans mon bureau quand j'ai entendu le bruit d'une explosion. Un type est sorti du bureau voisin pour me dire qu'il venait de voir un avion s'écraser. J'ai aussitôt sauté dans ma camionnette pour me rendre sur les lieux de l'accident. David Isola filme les premières images. Il y avait énormément de fumée. C'était le chaos. La fumée s'élevait au-dessus de la clôture et on voyait des gens courir partout. Le chef du service d'incendie, Keith Rogers, prend le commandement.
Il sait que plusieurs aéronefs sont garés dans le hangar et que leur réservoir risque d'exploser à tout moment. Nous avions plusieurs préoccupations. 1, le sort des passagers de cet avion. 2, celui des gens qui travaillaient dans le hangar au moment de l'accident. Et 3, la présence d'autres avions dans le hangar, car ces avions étaient peut-être en flammes. Nous avions donc plusieurs problèmes à régler. On se posait tous la même question. Y avait-il des survivants? En arrivant sur les lieux, on a aperçu plusieurs mannequins d'essai de choc sur le sol. Je me suis dit qu'un des avions avait explosé, que ces mannequins d'entraînement avaient été propulsés hors de la cabine. Puis j'ai compris. Ce n'étaient pas des mannequins. Le Beechcraft est une perte totale. Le commandant Katie Leslie, son copilote Jonathan Gibbs et leurs 19 passagers sont morts. At about 8:53 this morning, we had an aircraft accident. It had 19 passengers and 2 crew. There are no survivors. On espère toujours ne pas avoir à affronter une situation qui implique autant de pertes de vies humaines. Mais c'est notre travail. C'est vraiment une des tâches, un des devoirs les plus pénibles de toute la carrière d'un sapeur-pompier. L'épreuve des sauveteurs et des auxiliaires médicaux est maintenant terminée, mais celle des familles et des amis des victimes ne fait que commencer. Je traversais le salon et je me suis arrêtée. Mon cœur bat exactement de la même façon en ce moment. J'ai dit, « Christiana n'a pas encore téléphoné ?» Elle m'a répondu non. Je savais ce qui lui était arrivé. Je le savais. J'ai saisi le téléphone et j'ai appelé l'université. Un homme m'a dit, « Madame Shepard, nous avons de tristes nouvelles. » Puis il m'a annoncé que l'avion s'était écrasé après le décollage. Je lui ai demandé s'il y avait des survivants et il m'a dit non. Et j'ai compris qu'il fallait me rendre au garage pour le dire à Doug. On n'oublie jamais un moment comme celui-là. Je changeais une ampoule fluorescente quand Teresa est arrivée sur le seuil de la porte. Comment dire ces choses-là? Avec quels mots? Chaque jour, on se sert de centaines de mots. Mais comment peut-on les utiliser pour dire ce genre de choses? Pourtant, je l'ai fait. J'ai dit, Doug, l'avion de Christiana s'est écrasé. À ce moment-là, mon univers s'est écroulé. Les Shepard et les familles des 20 autres victimes veulent savoir ce qui a causé la mort de leurs proches. Il y a près de 5 heures que le Beechcraft 1900D d'Air Midwest a percuté un des hangars de l'aéroport de Charlotte, en Caroline du Nord. Puisqu'il n'y a aucun survivant, les corps des victimes et les débris de l'avion restent en place jusqu'à l'arrivée des enquêteurs du NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports. Tandis que les médecins légistes indiquent l'emplacement de vestiges humains d'un fanion rouge, les enquêteurs du NTSB utilisent des marqueurs jaunes pour signaler la présence des bouts de métal qui vont les aider à reconstituer l'écrasement du vol 5481. Lorinda Ward fait partie de l'équipe affectée à l'affaire. C'est le premier écrasement d'avion qu'elle analysera à titre d'enquêteuse en chef. En arrivant sur les lieux de l'accident, je me suis dit qu'on n'aurait jamais cru qu'un avion venait de s'y écraser. L'incendie avait fait tellement de dégâts qu'on avait du mal à croire qu'il s'agissait des restes d'un avion capable de transporter 21 personnes. Tandis qu'une partie de l'équipe examine les débris, Lorinda Ward et son équipe cherchent des indices dans les environs. Mes hommes marchaient épaule contre épaule sur la piste réservée au décollage du Beechcraft accidenté. Ils la scrutaient dans l'espoir d'y retrouver un élément susceptible de nous aider à résoudre l'affaire.
Aucun débris ne doit demeurer sur les pistes, car le plus petit objet peut devenir un projectile mortel s'il frappe un avion au cours du décollage. 3 ans avant le vol 5481, un Concorde a roulé sur un bout de ferraille de 45 cm en décollant d'un aéroport de Paris. Le fragment a percé son réservoir de carburant qui a pris feu. L'avion s'est élevé à environ 200 mètres d'altitude avant de heurter un hôtel voisin. 109 voyageurs et 4 passants ont été tués sur le coup. À l'aéroport international Charlotte Douglas, les enquêteurs scrutent chaque centimètre de terrain. Ils finissent par découvrir un bouchon d'avitaillement un peu trop près de la piste. Il aurait pu être aspiré par un moteur d'avion. Les dommages qu'il aurait pu causer représentaient le plus grand risque. Cette découverte leur suggère une hypothèse intéressante. Tandis que le vol 5481 roulait sur l'aire de trafic avant son décollage, le bouchon d'avitaillement a pu rebondir, frapper une hélice d'un moteur et provoquer l'écrasement de l'avion du commandant Leslie. Il nous fallait récupérer ce bouchon afin de l'éliminer comme facteur d'accident, car il aurait pu tomber de l'avion ou l'endommager en le heurtant. Mais le bouchon d'avitaillement est intact et Lorinda Ward conclut qu'il n'est pas entré en contact avec les hélices du Beechcraft. Les enquêteurs ne trouvent aucun autre élément pertinent sur la piste et l'hypothèse des débris est écartée. À son tour, l'enquêteur du contrôle de la circulation aérienne du NTSB, Bill English, explore un nouveau scénario. Après avoir entendu parler de cet accident, j'ai tout de suite étudié la possibilité d'une turbulence de sillage. Les ailes d'un avion à réaction qui se déplace à grande vitesse perturbent l'atmosphère en générant une violente traînée d'air tourbillonnant. Quelques décennies plus tôt, la NASA avait déjà démontré la puissance des turbulences de sillage et le danger qu'elles représentaient pour les autres avions. Une question se posait. Un autre avion avait-il décollé avant le Beechcraft? Seul un autre avion peut générer ce type de turbulence. Il nous fallait découvrir quel genre d'avion avait décollé avant le nôtre, car les avions plus lourds, les gros porteurs, sont ceux qui génèrent le plus de turbulences de sillage. Bill English étudie les images radars enregistrées ce matin-là et découvre qu'un bombardier de transport régional beaucoup plus lourd que le Beechcraft a décollé juste avant lui. La turbulence de sillage est générée par les extrémités des ailes de tous les avions. Dès qu'un avion commence à s'élever du sol, les bouts de ses ailes créent ce qu'on appelle parfois des tornades horizontales, des tourbillons d'air qui peuvent causer de dangereuses turbulences. Les contrôleurs aériens disposent de procédures normalisées pour espacer les décollages d'avions afin d'éviter entièrement les turbulences de sillage ou bien attendre qu'elles se soient dissipées. Un an auparavant, un avion à réaction d'American Airlines avait décollé dans une zone de turbulence de sillage. Il s'était écrasé dans un quartier résidentiel, tuant sur le coup 260 passagers et 5 passants. You're gonna blast this with his jet blast. Air Midwest 5481, cleared for takeoff. L'enquêteur Bill English doit maintenant découvrir si les turbulences de sillage du CRJ ont causé l'accident fatal du vol 5481. Il étudie la trajectoire du vol du Beechcraft du commandant Leslie et confirme qu'elle correspond à celle d'un avion qui lutte contre une turbulence. Les autocabrages surviennent fréquemment lorsqu'un avion heurte ce genre de turbulence. L'appareil dresse soudainement le nez et les pilotes ont du mal à corriger la manœuvre pour forcer le nez de l'avion à reprendre sa position. Bill English doit découvrir si le Beechcraft s'est approché trop près du CRJ. Heureusement, la tour de contrôle de l'aéroport de Charlotte possède un système informatique sophistiqué qui suit le mouvement des avions au sol. Son verdict est sans appel.
Le système disposait d'une mise à jour très rapide. J'ai pu voir sur quelle piste et à quelle heure le CRJ s'est arraché du sol et comparer ces données à celles du décollage de l'avion détruit. En traçant la position précise des deux avions au moment du décollage, Bill English fait une importante découverte. Même si les deux avions ont utilisé la même piste, leurs trajectoires ne se sont jamais croisées. Le CRJ s'est arraché de la piste bien plus loin que le Beechcraft. Et les deux angles de trajectoire d'envol ne se sont jamais coupés. L'avion accidenté a effectué une montée initiale presque verticale et n'a jamais eu l'occasion de traverser la turbulence de sillage du bombardier de transport régional. Puisque le Beechcraft s'était arraché et avait grimpé au-dessus de l'angle d'envol de l'avion précédent, la turbulence ne pouvait pas constituer un facteur de risque. Une fois l'hypothèse de turbulence de sillage écartée, le travail de Bill English est terminé. L'enquêteuse en chef, Lorinda Ward, et son équipe devront maintenant trouver d'autres indices dans les débris calcinés de l'avion. En quelques jours, l'enquête révélera une série d'erreurs et d'hypothèses erronées qui mettent la vie de dizaines de milliers de personnes en danger depuis des années. Quelques heures après l'écrasement, les enquêteurs retrouvent l'enregistreur de conversation de poste de pilotage et l'enregistreur de données de vol du Beechcraft d'Air Midwest. Les enregistreurs sont conçus pour résister à des températures frisant les 1100 degrés Celsius. Mais au cours de cet accident, ils ont partiellement fondu. Les boîtes noires abîmées sont d'abord photographiées puis expédiées au laboratoire d'analyse. Ensuite, parmi les tonnes de débris qui jonchent le sol, les enquêteurs découvrent les câbles de commande de profondeur en lambeaux. Essentiels aux manœuvres de vol, ces câbles relient les manches de commande des pilotes à la gouverne de profondeur, un panneau aérodynamique qui permet de maîtriser la montée et la descente de l'appareil. Des tendeurs maintiennent la tension des câbles. Pour grimper, les pilotes tirent le manche vers eux et les câbles élèvent la gouverne de profondeur, redressant ainsi le nez de l'avion. Pour descendre, ils repoussent le manche. Les câbles inclinent la gouverne et l'avion pique du nez. Les enquêteurs examinent attentivement les tendeurs et les câbles brûlés du Beechcraft. Ils font une découverte troublante. Les tendeurs ont attiré notre attention à cause de leur position inhabituelle. L'un d'eux était complètement étiré, tandis que le suivant ne l'était pas du tout. On les a mis de côté pour les étudier au labo. Tandis que le laboratoire fait ses analyses, l'enquêteur du NTSB, Stephen Carbone, se rend à Huntington, en Virginie. Il y interroge les mécaniciens qui avaient révisé le Beechcraft peu avant l'écrasement. À ce moment-là, on savait qu'il sortait d'un contrôle systématique, c'est-à-dire une simple vérification régulière. Dans le cadre de notre enquête, nous avions besoin de connaître les détails de cette vérification. The cables needed servicing. My guy wrote up a service order and I put them on it. Don't forget the manual. Got it. Au bout de 1200 heures de vol, tous les avions d'Air Midwest sont soumis à des essais de maintenance périodiques, durant lesquels les câbles de commande de profondeur sont automatiquement ajustés. Durant la vérification, un des hommes de l'équipe d'entretien avait découvert que les câbles étaient hors tolérance. Son superviseur a donc noté qu'il allait vérifier la tension des câbles et les ajuster selon les directives du manuel. Les mécaniciens déclarent à Carbone que le travail a été vérifié et marqué du timbre d'assurance de qualité. Selon eux, l'avion était conforme aux exigences du manuel d'entretien. À première vue, les dires de l'équipe d'entretien semblent justifiés. Après cette vérification de routine, le Beechcraft 1900D a décollé puis a atterri 9 fois sans incident avant l'écrasement du vol 5481. Les enquêteurs étudient les données de l'enregistreur de données de vol pour en apprendre davantage sur ces 9 vols. L'enregistreur de données de vol a stocké les données de nombreux vols effectués avant et après le réglage de la tension des câbles de gouverne. Aucun des pilotes des vols précédents n'avait signalé de problème relié à la gouverne de profondeur.
Nous ne savions pas comment la gouverne aurait pu être impliquée puisque l'avion avait effectué 9 vols sans problème avant l'accident du vol 5481. Lorinda Ward apprend aussi que les pilotes du Beechcraft avaient vérifié les commandes de profondeur avant le décollage. Flight controls, free and correct. Ward et son équipe continuent leur enquête afin de vérifier si l'état inhabituel des câbles de gouverne aurait pu provoquer l'accident. Et ils arrivent ainsi au cœur du problème. Normalement, les deux tendeurs sont exactement de la même longueur, mais un des tendeurs du Beechcraft est visiblement plus long que l'autre. Afin d'atteindre le niveau de tension réglementaire, les mécaniciens resserrent les tendeurs des avions. Mais un serrage exagéré raccourcit les câbles et diminue l'amplitude de mouvement de la commande de profondeur. La gouverne de profondeur est conçue pour atteindre un angle de piqué de 14 degrés, mais le Beechcraft ne pouvait pas atteindre un angle de plus de 7 degrés. Les conséquences de cette défaillance sont mortelles. Au début du vol, le nez de l'avion s'est redressé correctement durant le décollage. What? Push the nose down! Oh my God! Mais la capacité d'inclinaison réduite de la gouverne a empêché les pilotes de le rabaisser. À cause des réglages effectués par l'équipe de maintenance quelques nuits auparavant, les pilotes étaient pratiquement impuissants. L'angle de tangage des ailes était trop prononcé. Le flux d'air sur les ailes a été interrompu. L'avion a perdu sa portance et s'est mis à plonger vers le sol. La défaillance de la gouverne de profondeur explique pourquoi le vol 5481 s'est écrasé ce jour-là. Les câbles de commande avaient été mal réglés et les pilotes n'ont pas pu rectifier l'angle de tangage de leur appareil. Stephen Carbone veut savoir comment les mécaniciens ont pu commettre une erreur aussi grave. Yeah, I see that here. Carbone retourne au hangar de maintenance et interroge à nouveau les mécaniciens de service cette nuit-là, mais cette fois, leur version des faits a changé. Most of the guys were just learning the ropes. Les mécaniciens de cette ligne aérienne étaient des sous-traitants embauchés par un service. Tous ceux qui ont participé à l'inspection de l'avion avaient une expérience limitée des Beechcraft 1900D, et l'individu qui a exécuté les travaux cette nuit-là n'était qu'un apprenti en cours de formation. Once you have the rig pin set, adjust the turnbuckle barrels for more tension in the cable. Yeah, I see that here. Le réglage des câbles de commande est loin d'être simple. Il s'agit d'une procédure fort longue, comprenant 25 étapes distinctes. Got it. What about the other steps? Yeah, don't worry about those. Just check the cable tension when you're done, and we're good. That's it. L'inspecteur en contrôle de qualité et le mécanicien de service ont décidé par eux-mêmes de ne pas effectuer toutes les étapes du contrôle périodique. Ils étaient convaincus que seules les étapes choisies étaient essentielles à l'exécution de leur mandat. Cette nuit-là, le mécanicien a sauté 9 des 25 étapes. L'une d'elles était de vérifier l'amplitude de mouvement de la gouverne de profondeur. Si le mécanicien avait effectué cette vérification, il aurait immanquablement remarqué que le mouvement de la gouverne était restreint par des câbles mal réglés. S'ils avaient suivi les étapes du manuel d'entretien, ils auraient découvert ces problèmes bien avant qu'ils se manifestent en vol. Pourtant, un inspecteur supervisait les travaux, mais Carbone découvre qu'il s'agissait de l'homme chargé de former le nouveau mécanicien. Durant la vérification, l'inspecteur en contrôle de qualité agissait également à titre d'instructeur. Il a expliqué les étapes au mécanicien et lui a appris à ajuster les douilles de tendeur. Dans de telles circonstances, l'instructeur effectue les travaux avec son apprenti. Ensuite, il a vérifié son propre travail et, à titre d'inspecteur, approuvé les ajustements qu'il venait lui-même de faire. En apprenant que le mécanicien avait sauté des étapes de contrôle, j'ai été bouleversé.
L'absence de ces procédures a affecté nos vies. La vie de 21 personnes, ou plutôt de 21 familles, a été détruite. On ne se remet jamais d'un tel drame. La famille Shepard poursuit la ligne aérienne. Elle exige également une réparation sans précédent dans l'histoire de l'aviation commerciale, des excuses. Notre odyssée juridique a commencé lorsqu'on a demandé des excuses. Nous voulions que quelqu'un admette on a commis une grave erreur. Mais nous ne savions pas encore que les représentants des lignes aériennes ne s'excusent jamais. Mais ils nous avaient lésés. Ils devaient se lever et déclarer publiquement « Nous sommes désolés d'avoir commis cette erreur et nous ferons en sorte qu'elle ne se reproduise jamais. » Dans cette affaire, les mécaniciens ont posé des gestes qu'ils croyaient parfaitement justifiés. À leurs yeux, il s'agissait d'une nuit de travail comme les autres. Puis, ils ont appris que leur manque d'attention avait causé la mort de 21 personnes. Lorinda Ward et son équipe semblent avoir dévoilé les causes de l'écrasement du vol 5481, mais elle n'est toujours pas satisfaite. Pourquoi les douilles de tendeurs asymétriques n'ont-elles pas perturbé les 9 vols précédents du Beechcraft? On ne comprenait pas comment l'avion avait pu voler 9 fois sans difficulté et s'écraser ensuite. Il fallait découvrir ce qui distinguait le vol 5481 des autres. L'enquêteuse doit apprendre ce qui s'est produit durant les heures et les minutes précédant l'écrasement. Well, it was sitting low when it taxied out. It looked heavy. Quelques témoins ont insinué que l'avion était très lourdement chargé. Les bagagistes ont même eu du mal à fermer la porte parce que des valises pressaient contre elles. Les avions peuvent atteindre un certain poids calculé en fonction de leurs spécifications. S'ils excèdent ce poids, ils n'arriveront pas à décoller. Avant le décollage, on doit donc calculer le poids embarqué. We got a full house back there? How many we gotta take off? We're figuring it out. L'équipage du Beechcraft a bien effectué les calculs réglementaires. Cool. 17018. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage nous a prouvé qu'ils avaient fait les calculs nécessaires pour s'assurer que leur centre de gravité leur permettrait de décoller sans problème. 17120 is our weight, huh? Yeah, as our max. À bord de n'importe quel avion, le poids du cargo et des passagers doit être réparti uniformément. Le poids d'équilibre d'un avion devient son centre de gravité. Pour qu'il vole en toute sécurité, ce centre ne doit pas être trop loin vers l'avant, ni trop loin vers la queue de l'appareil. So, we're cool. So, yeah. We don't think we're gonna have to take anything off. Les pilotes d'Air Midwest peuvent tous effectuer les calculs qui leur servent à établir le poids et le centre de gravité d'un vol. Pour y arriver, ils utilisent des poids moyens, 80 kg par passager et 9 kg par bagage individuel. En réalité, leur centre de gravité avait trop glissé vers l'arrière, mais des calculs basés sur les poids moyens leur ont fait croire que leur avion respectait les limites établies pour un décollage sécuritaire. Lorinda Ward veut savoir si le poids et le centre de gravité du Beechcraft étaient vraiment réglementaires. Nous avons calculé le véritable poids des bagages en plus de celui des passagers et des 2 pilotes. Des techniciens parcourent les lieux de l'accident et pèsent les bagages brûlés des victimes. Doctor, yes, could you tell me please what the last recorded weight of your patient is, please? Ils notent le poids exact des passagers montés à bord de l'avion. 212. Thank you. Après avoir terminé ses calculs, l'enquêteuse en chef découvre qu'en réalité, le vol 5481 pesait 8028 kg, 263 kg de plus que le poids maximum autorisé au décollage. S'ils avaient calculé les poids réels, ils n'auraient jamais décollé sans réduire le nombre de passagers ou de bagages. Comme le poids des passagers était plus élevé que prévu et qu'il y avait un nombre excessif de valises à bord, la queue du Beechcraft était trop lourde.
Son centre de gravité était un peu trop loin à l'arrière, ce qui n'avait aucune importance avant la rentrée du train d'atterrissage. Gear up. En s'éloignant du nez, le train d'atterrissage a provoqué un déplacement du point d'équilibre vers l'arrière. Les tentatives des pilotes pour reprendre la maîtrise de l'appareil sont contrecarrées par les commandes de profondeur défectueuses. Quand le train avance et replié vers l'arrière, ils ont perdu la maîtrise de l'avion. Tout ce poids s'est brusquement porté vers l'arrière et la gouverne de profondeur n'avait pas l'amplitude de mouvement nécessaire pour rabaisser le nez de l'avion. À cette altitude, ils n'avaient aucune chance de s'en tirer. Lorsque leur avion a quitté le sol, les passagers et les pilotes du vol 5481 étaient déjà condamnés. Mais ils n'auraient jamais pu prévoir que deux problèmes bien distincts allaient s'associer pour les anéantir. C'était un vol de routine. Ils ont effectué toutes les préparations pour le vol, ils ont calculé leur poids et leur centre de gravité. Ils n'ont rien oublié. Ils se sont alignés sur la bonne piste. Ce vol n'avait rien de spécial. Ils ne savaient tout simplement pas que deux défaillances latentes les guettaient. L'enquête de Lorinda Ward a servi à dévoiler des problèmes qui vont bien au-delà d'un poids excessif et d'un entretien nonchalant. Hey, you got a sec? I have an idea. Ward croit avoir décelé un problème qui n'affectait pas seulement le vol 5481, mais tous les avions navettes qui sillonnent le ciel. Les enquêteurs du NTSB prétendent que tous les écrasements d'avions améliorent la sécurité aérienne, et le vol 5481 ne fait pas exception. 14 mois après l'accident, Lorinda Ward et son équipe déposent un rapport afin de s'assurer que les erreurs ayant mené à la mort des voyageurs du vol 5481 ne se répéteront jamais. Entre autres, Mme Ward recommande que la FAA révise la liste des poids moyens des passagers et des bagages, qui sont restés les mêmes depuis 1936. Comme plusieurs études suggèrent que les Américains et les adultes d'autres nationalités prennent du poids année après année, elle doute fort de l'exactitude de ce soi-disant poids moyen. Nous avons recommandé à la FAA d'envoyer ses représentants surveiller les aéroports durant l'été et l'hiver afin d'évaluer si les poids moyens établis en 1936 reflétaient encore ceux des voyageurs qui se trouvaient dans leurs avions. Après avoir pesé un certain nombre de passagers, sans oublier leurs bagages, la FAA tire une conclusion stupéfiante. Le poids moyen d'un passager américain d'âge adulte est maintenant de 88 kilos au lieu de 79 kilos. La FAA réalise également que les sacs de voyage personnels des passagers pesaient en moyenne 2,25 kilos de plus que prévu par les lignes aériennes. Il était grandement temps de mettre les listes de poids moyens à jour. Si ces nouveaux poids moyens avaient été établis le 8 janvier 2003, le vol 5481 n'aurait pas eu le droit de décoller et le commandant Leslie aurait dû faire descendre certains passagers avec leurs bagages. 48107. Cool. 17018. Les pilotes d'Air Midwest utilisent dorénavant un poids moyen de 91 kg par passager et leur avion navette ne transporte plus que 17 passagers, 2 de moins que par le passé. Le rapport de Lorinda Ward précise que malgré l'augmentation des poids moyens, les risques n'ont pas complètement disparu. Elle déclare que les petits porteurs deviendront beaucoup plus sécuritaires lorsque les lignes aériennes cesseront d'effectuer le calcul du centre de gravité à partir de poids moyens et que leurs pilotes calculeront le véritable poids embarqué avant le décollage. De nouvelles technologies en cours de développement permettront aux transporteurs aériens de mesurer le poids réel de leur charge et d'établir le centre de gravité de leur avion en temps réel durant l'embarquement des bagages et des passagers. Cette information est vitale. De plus en plus de gens voyagent à bord d'avions navettes. Compte tenu de la montée en flèche des prix du carburant, ces petits modèles plus économiques en carburant attirent fortement les lignes aériennes. Chaque année, en Amérique du Nord, plus de 12 millions de personnes voyagent à bord d'avions navettes conçus pour transporter moins de 30 passagers. Les problèmes de poids et d'équilibre présentent un facteur de risque plus important à bord d'un petit avion.
Malgré les recommandations de Lorinda Ward et l'émergence des technologies appropriées, presque 70 % des petits avions en service régulier n'ont pas abandonné les poids moyens en faveur des poids réels. Et dans l'esprit de Doug et Teresa Shepard, un autre danger menace encore les voyageurs insouciants. Si la FAA surveillait l'application de ces règles de près, la sous-traitance serait avantageuse. Mais dans l'état actuel des choses, de nouvelles erreurs vont sûrement être commises. What about the other steps? Yeah, don't worry about those. Just check the cable tension when you're done, and we're good. Dans son rapport, l'enquêteuse déclare que tous les transporteurs devraient effectuer une surveillance directe afin de s'assurer que même les travaux effectués en sous-traitance sont correctement achevés. Cette enquête demeure spéciale à mes yeux. Je n'avais jamais dirigé une enquête auparavant et sa conclusion a mené à la formulation de 22 nouvelles recommandations de sécurité. Tout cela à partir d'un rapport d'accident d'envergure limitée. Selon les Shepard, les recommandations du NTSB ont été faites bien trop tard, mais au terme d'une longue bataille judiciaire, Air Midwest finit par s'excuser officiellement des erreurs qui ont causé la mort de Christiana Shepard, âgée de 18 ans. My name is Ron Goldman, and my role here today is I will be introducing the public apology, and then I'll have a few remarks. Dans l'histoire de l'aviation commerciale, ces excuses officielles étaient sans précédent. We are here today to remember the victims of Flight 5481 and to offer our apologies, our condolences, and sincere sympathy to the surviving family members of the passengers and crew who perished in the January 8, 2003 crash of Air Midwest flight number 5481. L'acceptation de la responsabilité suggère que les recommandations faites par les enquêteurs chargés de l'affaire ne seront pas rangées dans un tiroir et qu'elles ne seront pas oubliées. Et si l'industrie ne les prend pas suffisamment au sérieux, elle devra en répondre, que ce soit publiquement ou en privé. Durant une journée de travail, les gens ne devraient jamais oublier à quel point il est important de bien exécuter ses tâches. Quelle que soit notre position sur l'échelle administrative, qu'on occupe l'échelon le plus élevé ou le plus bas, on a tous des responsabilités. Une série d'erreurs et de mauvais calculs ont eu raison du vol 5481, mais certains croient que ce jour-là, la conduite du commandant Leslie a été tout simplement admirable. Avec un avion en perte d'équilibre et des commandes de vol défectueuses, elle n'aurait jamais pu sauver ses passagers, mais ses derniers actes ont peut-être épargné d'autres vies. À mes yeux, c'est une héroïne méconnue. Très peu de gens savent ce qu'elle a fait. Elle s'est battue pour maîtriser son avion et l'éloigner du hangar, et elle a réussi en partie. Elle l'a empêché de frapper le hangar de plein fouet. Ce qui a probablement sauvé la vie de nombreuses personnes qui travaillaient au sol. Lorinda Ward aurait pu mettre fin à son enquête en découvrant les erreurs qui ont provoqué l'écrasement du vol 5481. Mais en cherchant un peu plus loin, elle a assuré la sécurité de millions d'autres voyageurs.